Bonjour et bienvenue dans mon atelier de styliste. Bienvenue dans Histoire d'artisan. Je suis Lisa Millet et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat. Je vous fais découvrir les visages, ou plutôt les voix, de ces femmes et hommes qui ont décidé de passer leur vie à créer. Aujourd'hui, nous accueillons Lou Glarner, styliste. Avec Lou, nous parlons de mode durable et de besoin de partager. Elle nous raconte comment elle est passée de la création pour de grandes marques de vêtements à la création de son atelier pour transmettre sa passion. Pour elle, la couture main est un parcours méditatif. Ensemble, nous évoquons l'évolution de la mode vers une mode plus durable et plus éthique. Personnellement, elle me donne beaucoup d'espoir et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Belle écoute! Bonjour Lou et merci de m'accueillir dans ton atelier. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire, Lou, s'il te plaît? Ah ouais, c'est une histoire un peu magique. J'ai eu la chance de grandir dans une super famille déjà, avec mon frère et mes parents, et ma maman était couturière chez Balmain dans les années 50, ce qui est important quand même de préciser. Et donc en fait elle faisait des très très belles robes. On connaît plus Dior sur cette époque-là, mais en fait elle faisait des robes avec la taille très fine. C'était super féminin et très joli. Et elle utilisait de magnifiques matières. Et puis elle travaillait à la maison un petit peu aussi. Pour des dames, elle leur faisait des robes, voilà. Et puis surtout elle nous faisait tous nos vêtements. Elle faisait tout à mon frère et à moi, donc on était un peu... on était un peu habillés de la même façon, mode féminin, mode masculin, c'était un petit peu comique. Mais quand on est petit, bon, c'est sympa. Et puis elle faisait tricot, tout. Et puis surtout, ce qu'elle faisait d'une façon magnifique, c'était les costumes. Donc j'avais une robe de marquise absolument délirante, une robe de Joséphine, enfin en velours pané, enfin magnifique, super, avec des petites perles, enfin bon, le rêve. Et c'était normal pour moi tout ça, voilà. Donc j'ai grandi dans les tissus. Et la machine, le bruit de la machine et tout, donc voilà, j'aimais beaucoup ça. Mais je ne me rendais pas compte en fait, et puis chemin faisant, moi j'ai grandi, j'étais quand même très attirée par tout ce qui était croquis, dessin. J'ai toujours beaucoup aimé dessiner. Je dessinais des collections de chaussures à 6 ans, je crois, je me souviens. Et je ne savais pas que ça existait ce métier en fait de styliste. Et puis en grandissant, après le bac et tout ça, quand ça s'est précisé, je voulais faire quelque chose d'effectivement artistique. Et j'ai fait une école de mode qui s'appelle S-Mode, où là j'ai énormément dessiné. Pour le coup, j'ai fait que dessiner tout le temps. Et puis j'ai travaillé assez rapidement derrière en fait. Donc j'ai commencé à travailler dans le Sentier en fait, qui est une école, je dirais, de savoir-faire très très rapide et efficace et assez complète. Et ensuite j'ai travaillé pendant plus de 10 ans chez Morgane. Morgane qui existe toujours aujourd'hui. C'est bon, à l'époque, j'ai travaillé là-bas entre 90 et 2000 à peu près. Et à cette époque-là, j'étais au tricot et ça cartonnait. C'était énorme. Enfin, c'était énorme. Vraiment. Et encore une fois, quand on est dans l'action, on ne se rend pas compte. Mais à l'époque, en fait, c'était vraiment l'une des marques les plus suivies. Et du coup, on avait un budget alloué pour travailler. Ce que tu n'as pas quand tu es dans une petite boîte qui n'est pas connue. Et donc je faisais des shoppings de 3 jours à Tokyo, 3 jours à New York, 3 jours à Florence. J'allais dans les salons professionnels, je voyais plein de belles choses. Bon, par contre, c'était sportif parce qu'il fallait avoir un rythme très soutenu de travail. Ma boss était très exigeante et très professionnelle, ce qui n'est pas toujours le cas, mais là, elle était vraiment super pro. Et elle avait des équipes de stylistes incroyables et on avait un rythme de travail fou, vraiment. Et donc là, j'ai beaucoup voyagé, j'ai appris beaucoup de choses. J'étais donc spécialisée dans le tricot également, dans les doudounes.
Et ce qui est très intéressant, je trouve, avec le recul, c'est que en fait, quand je suis rentrée dans la société, pratiquement toute la fabrication était en France. Donc on travaillait beaucoup en région parisienne, Clamart essentiellement, Roanne aussi un petit peu. Avec nos tricoteurs, on travaillait en partenariat, c'était des gens super. Et puis en Italie aussi un petit peu. Et puis chemin faisant, en fait, de plus en plus, on a commencé à faire les premiers dossiers en Chine. Donc c'est récent, tu vois, c'est pas si vieux que ça. Et donc c'est avec ma coéquipière, on était les premières de la société à faire les dossiers en Chine pour donc les pulls et pour les doudounes. Donc on n'a pas été là-bas, enfin moi j'y suis pas allée, mais par contre il fallait faire des dossiers techniques avec toutes les mesures, donc le côté presque modélisme que je n'avais pas jusqu'à présent, je l'ai vraiment appliqué là, c'est-à-dire modélisme, savoir réaliser un vêtement et surtout avoir toutes les cotes. Et en fait, on est obligé, parce que quand on envoie un dossier à l'autre bout du monde, si on ne met pas toutes les informations, ce qui arrive, c'est complètement l'envers. Donc il faut être le plus précis possible pour ne pas perdre de temps et que notre modèle arrive bien comme on veut. Donc il faut être super pro, quoi. Donc c'était passionnant. Et en plus, parallèlement au côté commercial, donc on faisait à peu près 500 modèles par an. En plus, à côté de ça, on avait les défilés de presse. Défilés de presse, ça veut dire, on avait, en fait, avant de faire la collection commerciale, on faisait des modèles beaucoup plus pointus, beaucoup plus créatifs. Et c'est là où on s'éclatait vraiment avec des recherches de fils, des trucs incroyables. Mais tout le monde nous copiait à l'époque. On était vraiment on était plutôt leader. Dans le côté commercial, évidemment, c'était pas de la haute couture, mais c'était très passionnant. Et donc ces défilés de presse, on faisait, on travaillait avec. À l'époque, il y avait chez Morgan Frédéric Trouroy qui est styliste chez Manouche. C'est la styliste de Manouche. Donc elle était dans l'équipe pour vous dire, voilà, à peu près, pour te dire l'esprit, quoi. C'était quand même un niveau super. Et puis on travaillait, on avait une attachée de presse et on faisait ces collections-là. J'y suis restée assez longtemps. Et puis après j'ai eu des enfants. Et je me suis petit à petit distanciée un petit peu de ce métier. Enfin, pas du métier, parce que le métier est toujours passionnant, mais par contre, j'avais un peu plus de recul parce que ça prend tout, quoi, en fait. Ça prend énormément de temps. Et dès qu'on se promène, on pense boulot, on regarde les vitrines. Enfin, c'est un métier, en fait, où on ne peut pas dire... je ferme la porte du bureau et j'oublie tout. Non, en fait, on est styliste tout le temps, c'est-à-dire qu'on voit le type qui passe en vélo, tiens, ses chaussettes, tiens, là, chez la boutique de déco, tiens, là, la vitrine, c'est tout le temps, en fait. Donc, ça fait partie de nous. On est imprégné de cette... C'est un intérêt qu'on a, on a une curiosité naturelle vers les choses, et puis après, à nous de savoir les exploiter pour travailler, quoi. Après, j'ai donc travaillé, j'ai continué à travailler dans le sentier beaucoup. Donc je travaillais avec des gens comme Koukaï, Bréal et tout ça, mais je faisais leur collection, mais c'était en indépendant en quelque sorte. Je travaillais dans une boîte qui faisait des dossiers pour eux. Et j'ai travaillé pas mal de temps comme ça. Entre-temps, j'ai oublié de dire que j'ai travaillé aussi dans le jean. Alors là, c'était très intéressant aussi. Je suis partie vivre à Toulouse et j'ai travaillé avec le styliste qui avait fondé Liberto, les jeans à l'époque, qui était aussi super connu. Et après Liberto, il avait monté un bureau de style et là, j'ai travaillé dans le jeanswear, workwear. Et là, c'était la découverte aussi. J'ai adoré parce que c'était tout un univers. Je regardais les Sears, c'est les magazines, un peu comme la redoute du vêtement de travail américain des années 20. Je regardais tous les vêtements militaires, tout ce qui est en fait vêtements utiles. Et c'était passionnant parce que là, j'ai découvert plein de choses, des matières. Donc on travaillait le jean, les traitements de jean. Et je travaillais beaucoup en fabrication en Grèce, donc je voyageais pas mal aussi. Aussi aux États-Unis. Et c'était tout un autre univers que le sentier Morgan, très féminin et tout, pépette. Là, c'était les mecs, le côté très... presque cow-boy, quoi. C'était assez... c'était très, très masculin, bref. Et super passionnant aussi.
Et puis après, je suis revenue sur Paris et voilà, j'ai eu d'autres expériences professionnelles jusqu'au moment où j'ai pas fait un burn-out, mais je suis arrivée à un moment où c'était plus possible de répondre aux exigences de la clientèle et donc des marques qui venaient me voir pour me demander de faire des modèles parce qu'elles me demandaient des trucs impossibles. Elles me demandaient de fabriquer en France des trucs, des robes super compliquées pour demain ou avant-hier et puis que le vêtement coûte 5 euros. Voilà, je veux dire, à un moment donné, c'est plus possible. Ni au niveau du timing, ni au niveau du prix, et ni au niveau de la qualité. Enfin, c'était juste super. Ça devenait moche et inintéressant. Et c'est là où j'avais trop de pression. Je m'occupais un peu de tout. Je travaillais dans une toute petite structure où je travaillais à la fois. Je recevais les clientes, je faisais les modèles, je faisais les prix. Je suivais la production, voilà, c'était très très large comme un spectre, mais c'était super intéressant parce que du coup c'est comme si c'était ma boîte en fait, mais sauf que c'était pas ma boîte et j'avais trop de stress et voilà, c'est là où j'ai arrêté de travailler pour l'industrie textile. Et je me suis dit, après cette aventure très riche quand même, qu'est-ce que je peux faire? Parce que j'adore mon métier, c'est un métier passionnant. On touche les matières, on a des relations avec les gens, avec les artisans, les ouvriers dans les ateliers, des gens qui ont un savoir-faire. Et c'est très très multiple. Et puis il y a le côté croquis, moi j'adore dessiner. Il y a le côté shopping, on se promène. Il y a le côté, comme je disais, voilà, toujours s'imprégner de nouvelles idées, donc curiosité qu'on nourrit quotidiennement, s'entourer de belles choses. Et tout ça, je ne voulais pas arrêter, parce que ça fait partie de moi, c'est passionnant. Donc, et puis j'aime bien aussi le côté étude de prix, comment faire pour faire un vêtement le plus simplement possible, mais qu'il ait un look super. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivée à imaginer transmettre mon savoir, parce que j'ai aussi beaucoup, évidemment, j'ai 2 garçons, mais j'ai adoré avoir des enfants. Et le côté transmission et contact avec les enfants, j'ai adoré ça aussi. Et donc, maintenant ils sont plus grands, mais j'ai toujours en fait envie de... Voilà, j'ai un super contact avec les enfants et j'aime beaucoup ça. Et donc, en fait, je me suis dit, pourquoi je n'essaierais pas d'imaginer un petit atelier où je pourrais transmettre mon savoir. Alors, au départ, j'imaginais un petit atelier de tailleur, mais je ne suis pas modéliste, je ne suis pas assez pro pour faire je suis professionnelle en tant que styliste, mais je ne suis pas modéliste. J'ai pas envie, en plus, ça me plaît pas de faire un tailleur super structuré et tout. Ça m'amuse pas. Et ce qui me plaît, c'est le look, avoir un look sympa. Pas forcément dans les tendances, mais qui plaisent aux gens, que les gens arrivent à trouver leur identité avec un vêtement, et puis qu'ils arrivent d'une manière assez simple à le réaliser. C'est magique, je trouve. Parce qu'en fait, on n'a plus besoin d'aller dans les boutiques, on peut trouver son tissu qui se correspond, la forme qui correspond à son corps et qui nous fasse envie. Et du coup, c'est beaucoup plus ciblé, et ça me plaît, parce que du coup, ça met en valeur les gens, et puis surtout leur prouver qu'eux-mêmes, chacun, peut faire un vêtement, quoi. Pas besoin de... Voilà, c'est pas compliqué en fait. Tu vois, je suis arrivée à cette idée et à l'idée de faire un atelier. Et alors là, évidemment, j'ai appelé toutes mes copines. Et puis j'ai eu plein de cobayes. Donc des copines qui ont fait l'atelier en cobaye. Et on s'est éclaté, quoi. C'était super sympa. Et elles ont adoré vivre cette expérience de couture avec moi. Donc elles choisissaient tout, elles faisaient leurs vêtements sur mesure. Et voilà, ça a commencé à prendre forme. Ensuite, j'ai voulu le tester en vacances, au bord de la mer, sur un petit public estival. Les gens ont le temps. Donc je me suis dit, tiens, je vais tester l'activité. Et c'était super aussi, parce que j'avais des petites filles qui venaient, atelier de styliste, alors ça fait rêver. Et elles repartaient toutes avec leurs petits vêtements, elles avaient tout choisi, les rubans, les trucs.
Et c'était super, vraiment super plaisant, des échanges. Quand je suis avec des petites filles de 6 ans, j'ai 6 ans. Quand je suis avec une femme de 40 ans, j'ai 40 ans. C'est vraiment super agréable. Et puis, voilà, jusqu'au moment où j'ai trouvé un petit atelier à côté de chez moi, parce que pour moi, c'est important aussi d'être à proximité de mon habitation, pas passer 3 heures dans les transports. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Et donc, dans cet atelier, voilà, je donne tous ces cours, toutes ces possibilités de croquis, de vêtements, de réalisation de soi, en fait, pour les gens. Et parallèlement à tout ça, il y a eu, en fait, un mouvement qui a commencé aussi à prendre forme et qui rejoint tout à fait ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que, quand moi, je disais c'est plus possible de faire un vêtement à 5 euros en France, parce qu'on n'est pas en Chine et qu'il y a des charges et que on peut pas faire ça. C'est développé aussi en France toute une prise de conscience. Les gens commencent à prendre conscience pour la nourriture beaucoup plus, mais maintenant pour le vêtement beaucoup. Et en fait, voilà, donc je me renseigne beaucoup sur Facebook, j'alimente beaucoup mes recherches sur les tissus. Les tissus, voilà, il faut savoir que le polyester, c'est du pétrole, qu'on met ça sur la peau, que c'est la deuxième industrie la plus polluante sur la planète, le textile, avant d'avoir un jean sur les fesses, il a fait 3000 fois le tour de la planète, en avion, en bateau, qu'il y a des pesticides pour cultiver le coton, c'est un truc de dingue, quoi. Donc quand on commence à prendre conscience de tout ça, voilà, on n'a plus envie de participer à ce mouvement, et c'est aussi ça qui a fait que j'ai pris beaucoup de recul par rapport à l'industrie textile. Il y a des petites marques aujourd'hui qui font des produits en France, mais toujours avec du coton, même si c'est bio, c'est quand même une réflexion de fond à avoir. Et donc je réfléchis beaucoup sur ça, et je m'intéresse aussi aux gens qui font de l'upcycling, donc qui récupèrent des tissus ou des vêtements pour les détourner, en faire autre chose. Et en fait, il y a tellement déjà de vêtements sur la planète qu'on n'a pas forcément besoin de faire de nouvelles choses. Donc c'est intéressant aussi, et c'est un challenge de prendre c'est ce que j'ai fait hier, et c'est sur le mannequin derrière toi. C'est, voilà, j'ai découpé un jean qui m'allait plus, et j'en ai fait un tablier qui pourra avoir une nouvelle vie. Quels sont tes projets actuellement ? Justement, ça rejoint tout à fait cette réflexion, c'est que j'ai envie de continuer mon atelier, parce qu'il n'y a rien de plus beau que d'avoir une petite fille de 7 ans qui arrive ici et qui repart avec un vêtement qu'elle a entièrement fait toute seule. Enfin, je trouve ça génial, parce que c'est une partie de sa personnalité, c'est révéler un peu quelqu'un. Et puis même les femmes de 50 ans qui viennent, qui me disent « Oh, vous savez, je sais pas coudre », mais en fait, elle n'est pas handicapée de la vie, il faut juste apprendre, c'est tout. Donc ça me plaît beaucoup, d'aider les gens à faire ça. Et puis, de plus en plus, j'ai envie de me tourner vers... alors, je ne sais pas encore sous quel format, mais j'ai beaucoup envie de travailler sur le fait de recycler les tissus, les matières existantes. Peut-être pas faire une marque, mais davantage développer peut-être les ateliers, ou faire une marque, je ne sais pas encore. Mais je suis vraiment au carrefour là où je réfléchis beaucoup sur ce sujet, parce que c'est un enjeu d'avenir. Et puis je trouve ça beau, et puis c'est actuel, et puis c'est pour moi, les nouvelles tendances d'aujourd'hui, c'est ça en fait. Aujourd'hui, la façon dont fonctionne ton atelier, il est basé que sur des cours ? Oui, alors je fais un peu des produits. Je fais quelques petits produits qui sont des kits en fait, pour que les gens puissent partir en week-end, et ils ont tout dedans, tout est prêt, il n'y a plus qu'à coudre en fait, avec une aiguille. Parce qu'on peut... Ah oui, ce que j'ai pas dit aussi, ce qui est quand même important, c'est que c'est de la couture à la main. C'est sans machine. Et c'est aussi, alors au début mon mari m'a dit mais t'es folle. Et en fait, c'est très important, et c'est vrai que j'en ai pas parlé du tout. C'est le côté un peu zen, on parle beaucoup de trichothérapie, ou voilà, la façon de faire quelque chose à la main, sans machine, c'est assez essentiel. Et donc ça, tu pourrais témoigner, hein, parce que t'as vécu ça. Et c'est... je trouve ça très plaisant, et les gens apprécient beaucoup. Au début, ils sont peut-être un peu étonnés, mais en fait, c'est... Voilà, d'abord, on peut aller partout avec son aiguille, son fil, on peut coudre n'importe où. Tout mon atelier, toute ma conception, c'est de tout faire à la main.
Mais j'ai vraiment pas envie de tout faire vite comme l'industrie. J'ai plus envie du tout de ça. Au contraire, il faut prendre le temps de vivre, il faut prendre le temps de choisir, le temps de s'écouter. Et ça fait partie du processus et de l'idée de l'artisanat aussi, je pense. Enfin, il y a un côté, on est avec soi-même, on s'écoute. Et c'est quelque chose de qui vient de très loin en nous, en fait. C'est la main de l'homme, mais pas de l'industrie. Enfin, je trouve qu'on a été trop loin. J'ai envie de revenir en arrière voilà, qu'on remette les choses en face, parce que ça sert à quoi d'aller si vite et de produire autant finalement? On n'a pas besoin de 500 000 vêtements, on n'a pas besoin de changer toutes les années de mobilier. Et tu penses que c'est possible justement qu'on ralentisse? Oh bah moi je fais tout pour, hein. Oui. Ah oui. T'y crois pas? Si, j'y crois. Mais est-ce que tu vois le futur de notre société qui va ralentir? Comment tu vois en fait l'artisanat dans le futur Non mais ça va faire peur. Moi je pense beaucoup à Astérix en fait. Tu vois. Non mais j'imagine un peu le petit village. J'aimerais bien qu'on revienne, tu vois, avec le village, avec le poissonnier, tu vois, les petits commerces de proximité. Et quand j'entends et quand je vois des articles sur ouais c'est génial, on a Ikea qui s'installe en ville, bah non, c'est une catastrophe. Tous les petits commerçants qui font des trucs à côté, magnifiques, on va pas les voir. J'aimerais beaucoup m'entourer davantage d'artisans, en fait. Travailler avec des gens, tu vois, en partenariat et tout ça. Parce que c'est vrai que l'artisan est quand même assez seul, finalement. Tu vois, moi, ce que j'aimais bien dans mon métier, c'est que, justement, j'étais en relation avec plein de gens qui faisaient des choses différentes, tu vois, sur le type qui te vend les tissus, le type qui te vend les boutons. Et j'aimais bien aussi ce côté-là. Bon, alors là, j'ai les clients. Mais c'est pas un échange de la même façon. C'est pas un échange de savoir-faire. C'est pas, tu vois, c'est pas pareil. Et ça, j'aimerais bien pouvoir avoir des passerelles comme ça pour travailler avec quelqu'un, par exemple, qui ferait les boutons, tu vois, que je mettrais sur les vêtements. Ou quelqu'un qui tisse la matière et moi, je récupère la matière. Je vais essayer de tendre vers ça parce que ça me plaît beaucoup. Donc pas forcément être géographiquement avec eux, mais en partenariat avec eux. Oh bah si, c'est bien quand même de pouvoir échanger et de se voir aussi, hein, quand même. Je pense c'est bien de... Parce que ouais, quand t'es artisan, t'es quand même vachement seul, je trouve. Bon, après, il y a des gens qui aiment bien. Hein. Moi, j'aime bien, parfois, mais pas tout le temps, quoi. C'est bien aussi d'avoir des projets en commun avec des gens, je trouve. Est-ce que c'est pas l'entrepreneuriat en général qui isole? Pas forcément, parce qu'il y a des gens qui sont entrepreneurs, mais qui ont des employés ou qui ont des fournisseurs. C'est pas mon cas. Moi, je vais acheter mes tissus comme tout le monde. Après, j'ai les clients, bon, c'est sûr. C'est super plaisant. Mais en fait, j'aimerais davantage peut-être développer un produit, parce que c'est quand même... J'aime beaucoup ça. Créer moi-même. Ça, c'est super. Ça, c'est le Graal, quoi. C'est le truc suprême, quoi. C'est génial. En plus, quand ça plaît, c'est super agréable. Mais quand je mets un modèle en vitrine et que toutes les 5 minutes, il y a des gens qui disent « Ah, vous vendez ?» Alors, je ne vends pas pour l'instant mes modèles parce que je ne peux pas produire derrière, toute seule. Mais c'est super plaisant. C'est une reconnaissance, c'est agréable. Donc ça, j'aime bien quand même. Donc, je vais voir. C'est à réfléchir. C'est encore en travaux, quoi. Tu pourrais continuer la couture main je vais pas dire industrialisée, mais en produisant? Non, c'est difficile. Et puis les gens ne se rendent pas compte. Enfin, je veux dire, tu vois, ma mère me disait par exemple, quand elle était chez Balmain, pour une robe, c'était minimum 40 heures de travail. Bon, alors c'était de la haute couture, mais 40 heures de travail, tu vois. Oui. Moi, quand je fais une robe ou un vêtement, c'est quand même 4-5 heures de travail. Les gens, ils sont pas prêts à payer, ils veulent payer, parce qu'ils voient des prix 5 € la robe à côté. Ils comprennent pas encore la différence. Mais c'est fou, quoi. Moi, j'essaye de leur expliquer, mais la valeur des choses, le temps qu'on passe.
Alors moi, c'est plaisant, mais je pourrais pas vivre en vendant une robe 5 euros, en mettant 5 heures de travail dessus, sans parler des matières. Non, c'est pas possible. Et puis les gens qui essayent, sincèrement, chapeau. Puis ils ont un autre positionnement, ils sont plus peut-être dans justement la haute couture ou la couture. Et ça, c'est pas forcément un univers qui me correspond bien. Enfin, moi, je suis pas trop là en fait. Moi, je suis plus dans le. Je suis plus simple. Enfin, je suis plus. J'ai envie d'être plus sur le vêtement du quotidien. Voilà, pas un vêtement exceptionnel. Ça n'empêche pas, hein, ça peut être un vêtement exceptionnel, mais j'ai pas envie de mettre des plumes, des strass, des je sais pas quoi. Moi, j'aime bien les choses relativement simples, mais qui ont une âme en fait. Si tu lances ton projet de création de vêtements, toi tu ferais la création, est-ce que tu ferais la production ou tu ferais produire? Ça peut être une réflexion parce que je vois plein de gens qui créent et qui font produire de façon relativement artisanale, qui font travailler des gens en difficulté. Ça, je trouve ça vachement beau aussi. Ça, c'est super. Parce que ça, la boucle est bouclée. Enfin, je trouve que si tu recycles, il y a des gens qui font ça, tu recycles un tissu, tu fais travailler des gens qui ont besoin de travailler. Je trouve que c'est vachement beau. Enfin, chapeau. Franchement, je trouve que c'est magnifique de faire ça. Je sais pas si je ferais ça, parce que moi j'aime bien maîtriser, j'aime bien coudre aussi. Du coup, maintenant que j'ai découvert ça, parce qu'avant je faisais absolument pas de couture, hein, c'est avec mon projet que j'ai découvert la façon de coudre soi-même. Avant, c'était hors de question que je prenne une aiguille, quand j'étais styliste uniquement dans l'industrie. Donc, non, je trouve, je sais pas, je vais essayer de faire moi-même une partie, puis peut-être, oui, en partenariat avec d'autres personnes, comme je te disais, je sais pas encore. Si je savais, je te dirais. Est-ce que tu peux me raconter une anecdote sur une période de ta vie qui fait que tu as été inspirée, tu as changé? Bah, oui, j'étais inspirée par ma mère, ça je l'ai déjà dit. Les gens avec lesquels j'ai travaillé, c'était des gens qui avaient une personnalité très forte. Et c'est intéressant, on est un petit peu comme envoûté par ces gens. C'est un rapport humain assez particulier. Il n'empêche que c'était mes idées. Mais ils se les approprient forcément. Eux, ils donnent le chemin, mais les idées, après, ils les prennent des autres quand même. C'est un peu comme des gourous, quoi. Je sais pas expliquer. C'est très particulier. Alors, c'est pas une anecdote, mais c'est un fait, quoi. Enfin, des fois, on peut se retrouver dans une situation, dans une entreprise. Les gens qui ont monté la boîte ont tellement de force de caractère. T'es un peu hypnotisé, quoi. Alors, ça a du plus et du moins, parce qu'on peut se faire bouffer, quoi. Et puis, on peut y laisser sa santé, sincèrement. Moi, enfin, je veux dire, j'étais aussi passionnée par mon métier. Donc, on peut aller très loin dans ses forces. Et ça, il faut se méfier quand même, parce que ça peut se retourner contre soi. Et à chaque fois que je parle de ces sujets, j'arrive plus à respirer. Mais c'est systématique. J'étais tellement dans un jusqu'au boutisme et un stress de vouloir y arriver, mais à la fin on te demande un truc impossible, donc t'essayes quand même, mais tu fais quoi après? Tu te jettes par la fenêtre, c'est horrible. Tu vois, il y a un moment où il faut savoir arrêter. Donc je trouve que la leçon, c'est quand même arriver à garder le contrôle. Je pense que les jeunes aujourd'hui arrivent mieux à le faire. Je pense que les jeunes ont davantage d'emprise sur leur vie et sur leurs choix, et on leur donne davantage la parole peut-être aussi. Ils maîtrisent peut-être mieux leur avenir. Mais moi à l'époque, je sais pas, on écoutait davantage les anciens ou ceux qui savaient, là. Et du coup, on se laissait quand même, on se laissait emporter et fallait suivre, hein, dis donc, au secours, hein, c'est quand même... Et dans le milieu de la couture, je pense que j'ai même pas vu le tiers du quart de ce qui a pu se passer dans les ateliers de couture, dans les grandes boîtes de haute couture, justement. Je pense qu'il y a des gens qui ont énormément souffert. On n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Quand on voit les émissions où on voit les modélistes en train de faire les vêtements pour les défilés en backstage, c'est eux qui font les vêtements. On change d'avis à la dernière minute. Enfin bon, alors c'est pas très positif ce que je raconte, mais c'est pour mettre en garde les gens peut-être par rapport à une passion. S'ils la mettent au service de quelqu'un ou d'une marque, il faut jamais oublier sa personne et qui on est, quoi, parce que c'est quand même très dangereux.
Mais c'est intéressant, cette barrière entre passion et l'équilibre. Ah oui. Parce qu'en fait, chaque artisan vit de sa passion. Oui. Mais comment faire en sorte que sa passion n'empiète pas sur sa vie personnelle, sur sa santé, que ça devienne qu'il y ait un équilibre. C'est pas possible, parce que ça fait partie de la personne. Ça fait partie complètement de la personne. Enfin, quand on est artisan, on est habité par son activité, nuit et jour. Moi, je veux dire, ça m'arrive de me coucher, de dormir, et de me lever le lendemain matin, et j'ai mon idée, et en fait, pendant que je dormais, j'ai travaillé sur mon projet. Mais c'est dingue. Mais vraiment, plein de fois, ça m'est arrivé. C'est vraiment habité par ton activité. Ça fait partie de toi. C'est une passion qui est en toi. Et donc, la limite, il n'y en a pas. Il n'y a pas de limite. À part la fatigue, le burn-out, si tu as trop de commandes que tu veux satisfaire. Donc, il faut se protéger quand même, ouais, parce que, bon, évidemment, on ne veut pas tous finir à l'hôpital. Mais à la fois, on est tellement passionné. Je veux dire, c'est comme en amour. Il n'y a pas de limite. Il faut arriver quand même à se dire, ah mais non, mais attends, il faut quand même aller voir les amis. Ah bah non, mais attends, là, il faut quand même que j'aille manger, peut-être. Dormir aussi, ça serait pas mal. Mais je pense qu'il faut se l'imposer. Il faut s'imposer un rythme. Quelles sont tes sources d'inspiration ? De plus en plus l'artisanat, de plus en plus ce qui est fait à la main. Je m'en inspire et je découvre à chaque fois de nouvelles techniques, de nouvelles choses. Et je creuse de plus en plus. Et puis ça, la matière première qui est, ce que je disais tout à l'heure, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'upcycling ou récupérer des vêtements existants. C'est une matière, en fait, on ne l'a pas anticipée. On ne va pas acheter un truc qu'on sait qui existe, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Et ça, c'est le hasard. Donc on va en fait partir de ce qu'on trouve pour en faire autre chose. Ça, j'aime bien le côté un peu surprenant. Et moi, ce qui m'inspire beaucoup aujourd'hui, c'est un état d'esprit positif. Des gens qui se tournent plutôt vers la lumière, vers des vraies valeurs, de relations humaines, de respect de l'environnement. S'émerveiller devant ce qui nous est offert. La vie, les animaux, la nature, c'est tellement magique. Je suis vraiment émerveillée devant la nature et tout ce qu'on a et tout ce qu'on est en train de gâcher avec la surproduction et tout ça. Donc, je parle beaucoup de ça. Alors, c'est intéressant parce que je parle énormément de ça avec mes clients. Alors, je sais pas, pourtant, je communique pas du tout sur ça pour mes ateliers. Pas du tout, c'est pas ce que je mets en avant. Atelier de styliste, ça induit pas que tu vas parler d'environnement pendant 2 heures. Mais en fait, on passe une journée parfois, c'est la journée de styliste. Pendant toute la journée, on parle avec les gens de ces sujets et tous les gens qui viennent ici sont aussi concernés par ces sujets. Donc c'est génial. Du coup, on échange des bons plans, des adresses, des façons de faire. C'est ça qui m'inspire beaucoup en fait. L'avenir, mais d'une façon éthique. C'est une belle note optimiste. Quels sont aujourd'hui les principaux enjeux que tu rencontres dans ton métier de styliste ? Je vais faire là par exemple, je me suis inscrite sur un truc pour développer mes compétences sur Instagram. Parce que même si j'ai beaucoup de gens qui viennent à l'atelier, je trouve que c'est un super vecteur Instagram, je trouve ça très intéressant. Et je décolle pas, mes followers ne bougent pas, donc j'arrive pas vraiment à capter, je sais pas trop, j'arrive pas à, je sais pas, bon, à la fois je fais pas que ça, donc heureusement pour moi. Mais ça j'ai envie de développer, et puis j'ai envie de me rapprocher des gens justement qui sont dans la même voie que moi. Je vais aller là, il y a une vente secrète, d'une fille qui recycle, qui fait une marque de vêtements en récupérant c'est les récupérables, je crois, sa marque. Donc je veux me rapprocher de ces gens parce que je trouve que ça peut être une communauté super intéressante et je voudrais partager davantage avec eux. Pas forcément dans un but de gagner de l'argent, c'est dans un but d'échange et de bienveillance. En fait, la bienveillance, j'en ai pas parlé, mais c'est pour moi quand même quelque chose de super important.
Du coup, j'en viens à la dernière question pour conclure un peu toute notre discussion. Comment tu vois l'avenir de ton artisanat en général ? Déjà, il y a une prise de conscience qui commence à s'opérer. Il y a eu plein d'émissions sur ces sujets de pollution, etc., textile. Il commence à y avoir des mesures. Par exemple, il y a 2-3 mois, il y a une mesure qui interdit de brûler ou de détruire les invendus. Je pense que du coup, l'industrie va changer par rapport à tout ça. Ils vont commencer aussi à se prendre en main. Les gens communiquent énormément dessus, mais en fait, ils font rien. Les H&M et compagnie, on fait de trucs verts, machin, tu parles, ils font rien du tout. J'ai même entendu récemment qu'ils ont essayé de faire travailler les gens en Éthiopie pour les payer 25 € par mois. Il y a quand même du travail, faut quand même bouger les mentalités, et je pense que c'est le travail de chacun. Et ça c'est vraiment lent. Et je pense qu'il va y avoir une révolution. De révolution dans le sens, tout le paysage économique va changer. J'espère, en tout cas. Ça va devenir autre chose, j'espère aussi. Mais je pense que tous les gens qui travaillent dans ces industries, à un moment donné, c'est pas possible de continuer comme ça. Donc, il va y avoir un changement. J'ai vu aussi des trucs sur l'impression 3D. On peut maintenant créer des vêtements qui sont imprimés directement. C'est intéressant. Bon, faut voir avec quelle matière première. Il peut y avoir peut-être qu'il y aura des vêtements éphémères, peut-être, tu vois, un vêtement que tu portes une journée puis qui se désintègre, j'en sais rien, tu vois. Un vêtement fait, par exemple, avec de la fécule de pomme de terre, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais pourquoi pas ? Truc, tu vois, du coup, c'est créatif, tu peux avoir un modèle et puis après, pouf, il disparaît dans la nature. Pourquoi pas ? Ça peut être des réflexions. Je pense que les jeunes qui sont dans les écoles de mode aujourd'hui réfléchissent beaucoup à toutes ces options et je trouve ça très intéressant. La mode comme elle existait, c'est mort. Je crois qu'il faut arrêter. C'est plus la peine de continuer comme ça. C'était beau, mais je trouve que la mode, comme je disais tout à l'heure, la mode aujourd'hui, c'est pour moi de créer, mais en conscience, avec ces sujets. Voilà. Donc ça peut être des nouvelles matières. Maintenant, on fait du cuir avec de l'ananas, de la banane. Tu vois, c'est des nouvelles matières qui ne polluent pas en se détruisant. Bon, après, est-ce que ça pollue pas en fabriquant ? Bon, sûrement moins que du plastique en tout cas. Mais il y a tout un travail et ça, c'est passionnant. Il faut s'intéresser à tout ça et je pense qu'il faut encourager en achetant. En achetant les tennis Veja, les jeans. Alors j'ai vu qu'il y avait des jeans fabriqués en lin. Le lin, on est quand même le premier producteur mondial de lin. C'est une matière qui n'a pas besoin d'eau pour pousser, qui n'a pas besoin de pesticides et qu'on exporte. On n'a pas encore on ne l'utilise pas pour fabriquer des choses en France. C'est quand même étonnant. Ça va changer, je pense que ça va changer. Donc j'ai vu qu'il y avait des jeans faits en lin qui commencent en France. Donc il faut encourager ces gens, il faut acheter ça plutôt qu'acheter un jean pourri qu'on va payer 5 €, qu'on va mettre 2 fois et qu'on va acheter à la poubelle et qui a une empreinte carbone énorme. Donc voilà, je ne veux pas faire la morale aux gens, mais il faut se dire que si on veut que ça change, il faut participer. Il faut encourager tout ça, ce mouvement. C'est ça l'avenir. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Lou. Merci à toi. Merci pour ton accueil. C'était plaisir pour moi. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours de Lou vous aura inspiré. Si vous avez des questions, des suggestions ou que vous souhaitez interagir, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Histoire d'artisans. N'hésitez pas à mettre une note sur iTunes pour faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre et à vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée. Je vous dis à très vite avec une nouvelle histoire.